L'Ukraine a lancé cette nuit l'une des attaques les plus massives contre la Russie depuis le début de la guerre. Le plus grand terminal pétrolier du consortium du pipeline de la mer Caspienne, près de Novorossiysk, a interrompu les expéditions de pétrole pour la 3e fois en un mois. De plus, selon les statistiques officielles, la Russie n'a pas réussi à réparer, écoutez bien, pas moins de 18 raffineries de pétrole après les frappes des drones ukrainiens. Aujourd'hui, le terminal céréalier de Taman a aussi été endommagé par une attaque de drone. L'une des usines clés de Lukoil a perdu un tiers de ses capacités. Pour la 3e journée consécutive, des drones ont frappé les entrepôts de la place de marché Wildberries, cette fois-ci dans la région de Penza et en Udmurtie, et plus tard dans la journée, une frappe a également touché un 3e entrepôt de Wildberries. D'ailleurs, l'entreprise cherche déjà désespérément des entrepôts au Kazakhstan. Elle dit « Et si on déménageait là-bas, c'est plus sûr ?» Mais les Kazakhs réagissent sur les réseaux « S'il vous plaît, non, ne venez pas !» Au même moment, le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, Robert Madiar-Brody, a annoncé la destruction ou la neutralisation de 205 navires depuis le début de l'opération maritime ce mois-ci. Bref, aujourd'hui, l'Ukraine a massivement riposté contre les Russes sales pour leur frappe de missiles balistiques sur une maison privée avec une famille nombreuse près de Kryvyi. Ou alors, nous aurons le temps de manger. Ah, tu parles de Vaibali Valderez, putain. Ouais, c'est vraiment violent. Vraiment dur, bordel. C'est clair. Là, le feu va encore jaillir. Et ce sera parfait. Tu vois là-bas, derrière, sur les côtés, c'est un peu... Ah bah, l'électrostaline. Il perce un peu, comme ça, d'un côté, lui. Eh bien, il a commencé à brûler d'un côté. Non. Alors commençons par le coup le plus sensible porté au terminal du CPC près de Novorossiysk, car il frappe plusieurs économies à la fois, pas seulement l'économie russe. Le consortium du pipeline de la Caspienne à Novorossiysk a annoncé le 30 juillet l'arrêt du chargement de pétrole sur son terminal de la mer Noire à Yujnaya Ozereyevka après une attaque de drone contre des pétroliers. Selon la société, cette nuit, le pétrolier Nissa Sifnos, battant pavillon des îles Marshall, transportant du pétrole pour la société kazakh Tengiz Chevroil, filiale de la société américaine Chevron, était en cours de chargement sur l'installation d'amarrage offshore VPU-3 lorsqu'il a été attaqué par un drone. Un incendie s'est déclaré dans la zone des collecteurs sur le pont de chargement, qui a été éteint par l'équipage et 3 navires auxiliaires du CPC. De plus, le même jour, un pétrolier, Marathi, battant pavillon de l'île de Man, qui se rendait également au terminal pour charger du pétrole, a été attaqué. Et l'importance de cette attaque réside dans sa répétition et son caractère systématique. Comme le souligne Reuters, il s'agit déjà du 3e arrêt du terminal au mois de juillet. Le 27 juillet, le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a précédemment annoncé la reprise du transport de pétrole par l'oléoduc Tengiz Novorossiysk et des expéditions au terminal maritime, car il y avait eu une pause. Et voilà qu'après 3 jours, tout s'est de nouveau arrêté. Le consortium du pipeline de la Caspienne exporte du pétrole provenant de 3 grands gisements kazakhs et reste la principale voie d'acheminement du pétrole kazakh vers le marché mondial. Eh bien, laissez-moi tout de suite dissiper cette impression de manipulation autour de ce sujet. Les analystes notent qu'en cas d'arrêt prolongé du consortium du pipeline de la Caspienne, le Kazakhstan pourra rediriger la majeure partie de son pétrole via l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Cependant, il faut reconnaître que l'itinéraire pour contourner ce terminal est extrêmement limité. Un préjudice indirect a aussi été constaté séparément. Le fait que les débris du drone soient tombés sur le territoire de l'entreprise dans le village de Volna, dans le kraï de Krasnodar, 4 personnes ont été blessées, dont 3 hospitalisées.
Ce sont des dommages collatéraux. Le Kazakhstan devrait déjà réfléchir sérieusement à qui il a affaire. Je vais expliquer pourquoi je parle ainsi. Les Kazakhs sont vexés par ces nouvelles et disent « Nous vous soutenons, mais vous frappez le CPC, c'est notre argent ». Les amis, aujourd'hui on a appris que le Kazakhstan, tout à coup, a sérieusement voulu raffiner le pétrole russe dans ses propres raffineries. Pour les Russes. Toutes les raffineries russes, mes amis, brûlent. Encore une fois, le Kazakhstan dit « D'accord, donnez-nous du pétrole russe, nous allons spécialement produire de l'essence et du diesel pour les Russes. » C'est vraiment une position trop ambivalente. D'un côté, ils se plaignent de l'Ukraine, qui se défend au sujet des frappes contre le CPC, et de l'autre, ils aident en même temps les Russes avec de l'essence. Il faut aussi mentionner la position des États-Unis sur cette question, car elle reflète la sensibilité internationale du sujet. Selon le Wall Street Journal, l'administration américaine a averti l'Ukraine qu'il était inacceptable d'attaquer des pétroliers n'appartenant pas à la Russie. Et cela était lié à l'appel de la direction de la société Chevron, dont les intérêts, notamment au Kazakhstan, sont affectés par ces frappes. Mais, comme nous pouvons constater, les frappes continuent. Et je rappelle, les Américains, même sous l'administration de Joe Biden, ont déjà demandé à plusieurs reprises de ne pas frapper, s'il vous plaît, Novorossiysk. Mais comment ne pas le frapper? C'est encore une source de revenus pour les Russes sales, qui gagnent de l'argent pour continuer la guerre contre l'Ukraine. Selon quelle logique ne devrions-nous pas frapper ce terminal? Ah, le deuxième épisode important de la journée concerne le port de Taman dans le kraï de Krasnodar. Selon les informations du parquet des transports du sud de la Fédération de Russie, après l'attaque de drones, des blessés et des dégâts à l'infrastructure portuaire ont été signalés. Le service a indiqué qu'il contrôle l'activité des forces de l'ordre sur les lieux de l'incident. Je souligne que le terminal céréalier de Taman est l'un des plus grands centres d'exportation du sud de la Russie, et il a été endommagé. Encore une fois, la question de gagner de l'argent se pose. Le troisième grand événement de la journée est l'attaque contre Permnefteorg-Synthèse, l'une des usines clés de Lukoil. Selon Reuters, citant des sources du secteur, l'entreprise a arrêté environ un tiers de ses capacités après la précédente attaque de drone du 29 juillet. Ce n'est pas la première attaque contre les actifs de raffinage de Lukoil cette année. Plus tôt, à la fin du mois de juin, une autre grande usine de la société, Nijegorod-Nefteorg-Synthèse, à Kstovo, a été attaquée. C'est la 4e plus grande raffinerie de Russie et la 2e en termes de production d'essence, dont l'unité de traitement primaire AVT-6 a été mise hors service, qui assurait 53% de la capacité totale de l'ensemble de l'usine. Et il est peu probable qu'il soit possible d'augmenter la charge des usines touchées par les frappes au cours du mois prochain. Au mieux, les volumes de traitement resteront au niveau du mois précédent, et cela seulement à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles attaques, mais il y en aura très probablement. Et c'est là qu'est apparue une évaluation officielle qui fait vraiment plaisir à voir. La Russie n'a pas réussi à remettre en service 18 grandes raffineries de pétrole après les frappes de drones. Et cela signifie que les dommages accumulés sur des mois de frappes contre le raffinage du pétrole ne sont pas ponctuels, mais systémiques, touchant une part significative du secteur en même temps. Et c'est pourquoi les frappes répétées ne font que détruire systématiquement tout le secteur, de sorte qu'il soit impossible de le restaurer. Autrement dit, cela signifie qu'il faut frapper avec des drones, même les usines qui sont déjà à l'arrêt. Il faut les achever jusqu'à ce qu'il soit plus simple de les démanteler que de les réparer. Le 4e épisode d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vague de frappes contre les entrepôts de Wildberries. D'ailleurs, c'est le 3e jour d'affilée. Dans la nuit du 30 juillet, des drones ont attaqué les centres logistiques de la marketplace à Penza et à Sarapul, en Udmurtie. Le gouverneur de la région de Penza, Oleg Melnichenko, a confirmé l'attaque et a indiqué qu'environ 200 employés ont été évacués du centre. La gouverneure par intérim de l'Udmurtie, Olga Abramova, a également confirmé l'attaque contre l'entrepôt à Sarapul. Sur les deux sites, les pompiers ont combattu l'incendie.
2 autres entrepôts ont aussi brûlé. L'entreprise a déclaré avoir déjà réorganisé ses chaînes logistiques, la réception des livraisons et des expéditions. L'envoi des commandes se fait désormais par d'autres sites. Mais eux aussi seront bientôt attaqués, n'en doutez pas. Réaction exemplaire du commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Madiar Brody. Il a commenté ironiquement ce qui se passe sur sa chaîne Telegram avec une courte phrase. Le colis n'arrivera pas. Et ensuite, il a énuméré les villes où récemment des installations logistiques de cette place de marché ont été attaquées, y compris Krasnodar, Nevinomysk, Minsk et Sarapul. Et il a laissé entendre que la série de frappes contre l'infrastructure logistique de la place de marché allait se poursuivre. La campagne de frappe visant spécifiquement les centres logistiques de Wildberries, je le rappelle, a commencé le 18 juillet, et plus de 10 entrepôts ont déjà été attaqués depuis. La partie ukrainienne justifie ces frappes par les déclarations officielles. Les installations de la société étaient utilisées pour la livraison de composants sous sanction, destinés à la production de drones, d'équipements de navigation et d'autres matériels militaires. Que dire de plus s'il y avait même une section spéciale sur le site du Marketplace intitulée « Tout pour l'opération militaire spéciale ». Il convient de mentionner séparément la déclaration du concepteur en chef et copropriétaire de l'entreprise ukrainienne Firepoint, Denis Shtillerman. Il a qualifié Wildberries de plus grand emprunteur d'argent en Russie. Et il a déclaré que la faillite de cette entreprise pourrait entraîner l'effondrement de plusieurs banques, y compris VTB. Et cet avis reflète la logique avec laquelle la partie ukrainienne explique le choix de cette cible en particulier. Ce ne sont pas simplement des frappes contre des entrepôts, c'est une tentative de détruire toute une chaîne économique. Les entrepôts ont brûlé, l'entreprise fait faillite, ne peut rembourser ses crédits, et cela peut entraîner la chute de plusieurs banques. Et enfin, le 5e et dernier épisode de la journée concerne les données sur la campagne militaire maritime contre les Russes, dans son ensemble. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Madiar Brody, a annoncé que dans la nuit du 29 au 30 juillet, 4 autres pétroliers ont été touchés en mer Noire, portant le total à 205 navires depuis le début de l'opération, le 6 juillet. Selon lui, sur ce nombre, 130 navires ont été touchés en mer d'Azov et encore 75 en mer Noire. En ce qui concerne le bilan global de l'attaque de cette nuit, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir abattu 258 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgograd, Penza, Rostov et Tambov, du Kraï, de Krasnodar, de la Crimée occupée, de l'Adyguée et des zones maritimes des mers d'Azov et Noire. Je sais pas, il y a encore 6 mois, je pense qu'il était difficile d'imaginer une telle géographie d'attaque contre la Russie en même temps. De plus, il y a une statistique intéressante. Pour la première fois, il a été constaté qu'au cours des 4 derniers mois, l'Ukraine lance plus de drones contre la Russie que la Russie contre l'Ukraine. Passons maintenant à la question des scénarios qui se dessinent pour la suite. Pour l'Ukraine, l'ensemble de ces frappes fait partie de la stratégie déclarée de pression sur l'économie russe via le raffinage du pétrole, la logistique d'exportation et le transport maritime, ce que les responsables ukrainiens appellent des sanctions à longue portée. Et le plus important, c'est ce qu'il faut rappeler chaque jour aux Russes. Avant que l'Ukraine ne commence toute cette campagne de frappes massives contre les raffineries, contre Wildberries, contre la logistique et ainsi de suite, Volodymyr Zelensky, je le rappelle, s'est publiquement adressé à Vladimir Poutine avec une proposition de trêve aérienne. C'est-à-dire de renoncer aux frappes mutuelles sur le territoire des deux pays. Qu'a fait Poutine ? Poutine a alors rejeté cette idée. Après cela, l'Ukraine est passée à des frappes massives. Pour la Russie, les arrêts répétés des sites clés, le consortium du pipeline de la Caspienne à Novorossiysk, pour la 3e fois en un mois, 18 raffineries de pétrole pas encore remises en état, signifie non pas un dommage ponctuel, mais déjà un effet cumulatif, réduisant la résilience du secteur à chaque nouvelle attaque. Pour le Kazakhstan, dont le pétrole transite par le terminal du CPC à Novorossiysk, la situation est doublement délicate.
Le pays ne dispose physiquement pas de routes alternatives suffisantes pour remplacer pleinement ce canal d'exportation. Mais la question pour Astana est la suivante. Vraiment, pendant tout ce temps de guerre, vous n'avez jamais pensé à des alternatives? Mais vous comprenez bien qui sont les Russes? Vous compreniez qui sont les Ukrainiens? Vous saviez que l'Ukraine allait réagir et ne resterait pas passive? Je ne crois pas que les Kazakhs intelligents ne comprenaient pas cela. Ah, les scénarios possibles. Ce qui va se passer ensuite. C'est la continuation du rythme actuel des frappes, où la Russie sera obligée de reconstruire sans cesse et de perdre à nouveau les mêmes infrastructures, ce qui, en quelques mois, pourrait réduire le volume total du raffinage et de l'exportation de pétrole. Parallèlement, il y a un renforcement de la pression diplomatique de la part des partenaires occidentaux, en premier lieu les États-Unis. Ne soyez pas surpris, à l'égard de l'Ukraine. Avec l'exigence d'éviter des cibles liées aux intérêts de pays tiers et de sociétés internationales, comme c'est déjà le cas avec le pétrole kazakh. Mais il est important de se rappeler ici, l'Ukraine frappe avant tout la Russie. L'Ukraine ne frappe en aucun cas ses partenaires. D'ailleurs, où y a-t-il eu ne serait-ce qu'une seule frappe contre des partenaires? Aucune. Toutes les frappes visent la Russie. La question s'adresse donc aux partenaires. Pourquoi travaillez-vous encore avec cette Russie? Il est également révélateur que la Russie essaie maintenant de s'adapter. Wildberries, par exemple, réorganise ses chaînes d'approvisionnement via d'autres entrepôts, et les autorités tentent de négocier avec le Kazakhstan. Pour que le Kazakhstan puisse raffiner en toute sécurité le pétrole russe en essence pour les Russes sur son territoire, parce que leurs usines ont été incendiées, si le Kazakhstan commence à le faire, Kiev aura alors de sérieuses questions à lui poser. En résumé, le 30 juillet, une attaque complexe des forces ukrainiennes a été enregistrée contre plusieurs maillons de l'économie russe. En particulier, le terminal du consortium du pipeline de la mer Caspienne, près de Novorossiysk, a arrêté les expéditions de pétrole pour la 3e fois en un mois. Le terminal céréalier de Taman a été endommagé. L'une des raffineries de Lukoil a perdu un tiers de ses capacités, alors qu'il y a déjà 18 grandes raffineries de pétrole pas encore remises en état dans tout le pays. Les entrepôts de Wildberries ont subi une 3e attaque d'affilée, cette fois à Penza et en Oudmourti. Et l'opération maritime contre les navires de la flotte fantôme russe a atteint le chiffre de 205 navires touchés depuis le 6 juillet. Voilà comment fonctionnent de vraies sanctions. L'ensemble de ces frappes exerce une pression, comme vous pouvez l'imaginer, non pas sur un seul secteur, mais sur l'ensemble du système logistique et d'exportation. Autrement dit, toute la tactique et la stratégie de l'Ukraine consistent précisément à étouffer toute possibilité pour la Russie et les Russes de gagner de l'argent pour continuer la guerre. Je m'arrêtais là. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.